sont activés. Mesdames et messieurs, bonjour. Moussa Komara de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Un réel plaisir de vous accueillir à cette quatrième session de webinaire qui s'inscrit dans la dynamique de soutien de la Chambre de commerce et d'industrie aux opérateurs économiques en cette situation de crise pour instruire ces derniers sur les notions, les thématiques, les sujets à appréhender en vue de maintenir un niveau d'activité acceptable et puis de réduire autant que faire se peut l'impact négatif de cette crise sur la performance des activités des entreprises. Alors, après les 3 premières sessions de webinaire organisées qui ont porté sur le télétravail, sur les outils collaboratifs, pour le travail à distance et hier sur le management, on va dire le leadership en période de crise. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique qui est celle des techniques efficaces de prospection en ligne. Une thématique, bien entendu, qui vise à permettre aux entreprises, aux opérateurs économiques dans ces situations de social distancing, dans ces situations de confinement partiel, à pouvoir continuer à prospecter et donc à réaliser quelques chiffres, pourquoi pas, malgré la crise. Et celui que nous accueillons donc pour animer cette thématique est M. David Capo-Chichi. Alors, M. David Capo est un marketeur et entrepreneur passionné de technologie en mission pour aider le plus grand nombre d'organisations africaines à profiter de la révolution Internet. Il est fondateur et Chief Digital Officer de TAMA, the African Marketer Agency, une agence de marketing digital spécialisée en inbound marketing et automatisation du marketing. Je pense que ce sont des termes qu'il va expliquer. Il souhaite à moyen terme créer une école de marketing et de leadership pour les jeunes diplômés africains. Il faut savoir que David, notre intervenant du jour, a plus de 10 années d'expérience dans le secteur des technologies en Afrique. Il a aussi eu l'occasion d'avoir une expérience professionnelle à la Silicon Valley au sein d'un cabinet de conseil en innovation. David est un Mandela Washington Fellow, c'est-à-dire YALI, et aussi un Global Shapers du Forum économique mondial. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'accueillir pour son intervention. Et je voudrais, dans la même dynamique, m'assurer que vous m'entendez parfaitement et que vous voyez afficher la slide avec le titre de la thématique du jour, de même que la webcam. Vous pouvez simplement répondre par chat si c'est OK, 5 sur 5, de telle sorte qu'on s'assure que la communication est fluide et que vous nous entendez. J'attends vos réactions avant de laisser la parole à David. Est-ce que vous nous percevez 5 sur 5? Est-ce que le son et l'image est bien perçu de votre côté? Très bien. Alors, David, bonjour. Bonjour, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir invités pour faire en fait ce webinaire en fait sur la prospection en vente. Effectivement, de nombreuses organisations sont donc amenées à devoir repenser le fonctionnement de leur équipe de vente non seulement de manière générale, je vais dire, dans un environnement digital, mais des événements en fait un peu comme la pandémie en fait qui a eu en ce moment viennent accélérer drastiquement ce mouvement-là, et la transition forcément n'est pas des plus aisées, ou en tout cas on n'a pas forcément tous les moyens pour effectuer cette transition-là facilement et rapidement. En fait, justement, le but d'aujourd'hui, c'est de voir en fait ensemble comment on peut digitaliser très rapidement les activités classiques du commercial et puis des techniques efficaces de prospection en ligne en fait. Voilà, donc je serai votre instructeur du jour. Je dirige l'agence de marketing digital. On travaille beaucoup plus sur la transformation digitale de la fonction marketing et commerciale. Voilà, je suis aussi formateur pour Facebook et je suis en fait aussi partenaire associé certifié en fait d'une organisation qui s'appelle Digital Marketer. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez attendre pendant ce
webinaire. On va aborder les questions suivantes. Déjà, pourquoi il faut utiliser un CRM efficace? Pourquoi c'est un prérequis dans le travail? Comment est-ce que vous pouvez éventuellement augmenter la productivité des équipes sales? Et puis, comment digitaliser tout simplement les activités classiques du commercial et puis quelques outils pour accélérer cette transition. Voilà. La prospection commerciale consiste pour une entreprise à, en général, identifier de nouveaux clients potentiels pour développer son chiffre d'affaires. Voilà. Les techniques de prospection ont évolué. Voilà, les outils, justement, on va dire un peu traditionnels ou analogiques en fait qu'on avait. Aujourd'hui, nous avons des outils digitaux en fait. Voilà. Et on va voir rapidement, en fait, hein, on va dire ces techniques de prospection traditionnelles-là. Très rapidement, on va juste passer en revue ces techniques de prospection. Donc, premièrement, il y a la prospection téléphonique dans le dur. Certains vont l'appeler cold calling et tout ça. Donc, on a une base de données. On va appeler ces personnes-là. C'est généralement un exercice que les commerciaux n'aiment pas parce que, bon, il y a beaucoup de maigres résultats, ça génère du stress, la frustration, un peu de démotivation. Ça, c'est la première technique. Ensuite, il y a la prospection commerciale par emailing de masse. Et on voit des emails en masse, c'est vrai, on rentre déjà dans le digital, mais généralement, on va acheter une base de données ici où on va la louer. Souvent, c'est, voilà, on va te donner 100 000 emails et 200 000 personnes et tout ça. Avant, c'était, voilà, c'était considéré comme quelque chose qui marche, puisqu'on est déjà sur l'Internet et tout. Mais aujourd'hui, voilà, il y a plus de 200 milliards d'emails qui sont envoyés dans le monde. Et justement, c'est très difficile de se distinguer parmi tout ce flot d'emails. Donc, c'est vrai que cela peut, enfin, la technique d'emailing en elle-même peut toujours fonctionner dans le cadre d'une approche de fidélisation, en fait, de la clientèle. Mais lorsque, justement, on est en prospection commerciale, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment approprié parce que c'est un peu comme une agression et que la personne ne souhaite pas forcément recevoir d'emails non sollicités ou parfois, voilà, ça va directement dans les spams. Troisième technique, la prospection commerciale terrain. La prospection commerciale terrain, voilà, vraiment rien de mieux que le terrain pour rester au contact du marché et voilà, et tous ceux qui sont entrepreneurs, tous ceux qui sont vendeurs avec un peu d'expérience pourront le confirmer en fait, voilà. Donc, pousser une porte, rencontrer en face à face un prospect, écouter, comprendre ses problèmes, trouver des solutions, ça c'est vraiment, on va dire, l'idéal en fait, voilà. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe plus forcément comme cela. Parce que voilà, je sais que parmi vous, personne n'aimerait forcément d'avoir des visites surprises d'un commercial parce que tout le monde est pressé, tout le monde est sous pression. Et puis, voilà, quelqu'un qui vient vous interrompre un peu dans votre rythme de travail, franchement, c'est pas la chose la plus adaptée à faire, en fait. Là, généralement, les gens vont voir un peu cela comme un dérangement, voir du forcing, et puis ça peut même être, on va dire, voué à l'échec, en fait. Voilà. Donc, ici, la plupart du temps, même les entreprises essaient de filtrer un peu les rendez-vous pour ne pas que, justement, les directeurs, les décideurs soient un peu assaillis par des commerciaux ou par des personnes qui ont des solutions ou des produits à revendre. En fait. Et après, il y a les salons professionnels qui sont des terrains de jeu plutôt intéressants parce que ça regroupe en un même lieu plusieurs professionnels d'un secteur d'activité. Et puis, justement, il y a des rencontres B2B, donc les gens sont plutôt à l'écoute. Mais nous avons donc deux tendances aujourd'hui qui font que ces techniques-là deviennent un peu obsolètes ou dépassées. Parce que, par exemple, avec le digital, justement, tout le monde est hyper connecté, tout le monde est on va dire, a beaucoup d'activités. Donc, aujourd'hui, avant de prendre rendez-vous, il faut envoyer un email, déjà, il faut qu'on te réponde et tout. Les comportements des utilisateurs ont aussi changé. Voilà, on ne peut plus venir interrompre quelqu'un comme ça sans rendez-vous dans une entreprise.
Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette pandémie-là, on peut plus se déplacer. Déjà, les salons, c'est mort. On peut plus, tous les salons ont été reportés ou annulés tout simplement. Et donc, ces techniques-là deviennent juste obsolètes ou bien inefficaces, en fait, dans ce contexte-là. Voilà. Donc, Internet, Dieu merci, ça va devenir donc, on va dire, le terrain de chasse, le terrain de chasse des commerciaux. C'est vrai, toujours on parle d'Internet et tout, mais les fondamentaux demeurent vraiment de manière très forte. Hein. Je veux dire, les objectifs fondamentaux d'une prospection, c'est de pouvoir forcément être reconnu par ses suspects, détecter des opportunités, entrer en contact avec ses suspects, aller au rendez-vous, faire une proposition, relancer, signer et puis fidéliser. Voilà. Mais aujourd'hui, Suspect. Oui. Suspect, en fait, voilà. Le suspect, on va dire, c'est quoi le suspect? C'est quelqu'un, le prospect, d'abord, qu'est-ce que c'est le prospect? Le prospect, c'est littéralement un individu, une organisation dont on a le contact qui, plus ou moins, connaît notre entreprise, en fait. Mais lorsque cette personne-là ne connaît pas du tout notre entreprise, nous, on suspecte tout simplement qu'elle a besoin de nos services, elle a besoin de nos produits. Cette entreprise ou cette organisation, cet individu est encore en phase de suspect. Une fois que ce suspect est qualifié, il devient, on va dire, déjà un prospect, en fait. Voilà. Donc, en termes de hiérarchie, est-ce qu'on parle de suspect, ensuite de prospect et après de client? C'est bien cela? Oui. Suspect, prospect, client. En fait, même après suspect, prospect, tu as prospect, on va dire qualifié parce qu'on sait que l'entreprise te connaît, elle a besoin de services, mais aujourd'hui, on ne peut pas te dire qu'elle est prête à passer commande, en fait. Donc, il y a une autre étape de qualification du prospect avant que celui-ci ne devienne client, en fait. Voilà. Voilà, donc la démarche un peu va se faire un peu comment prospecter efficacement sur Internet. Voilà, l'objectif il est très clair en fait, hein, c'est de pouvoir justement attirer des inconnus qui seront donc des suspects. Et après, ces personnes-là vont visiter peut-être un site Internet, une page LinkedIn ou une page Facebook de notre entreprise et on va les convertir en prospects qualifiés et conclure justement par l'obtention d'un rendez-vous. Là, c'est à partir de ce moment-là que le travail de prospection aura été, on va dire, aura été accompli en fait. Et la démarche en fait en 6 étapes donc pour prospecter en ligne. Donc premièrement, il faut vraiment identifier précisément qui vous allez viser. Deuxièmement, il faut être présent là où ces personnes-là passent du temps sur Internet parce que justement, aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup, ils vont s'essayer au télétravail, ils vont essayer de moins se déplacer, donc ils auront plus d'opportunités, plus de temps à passer sur Internet. Donc, vous devez être présent là où ils naviguent, ne serait-ce que, on va dire, pour le futur parce que justement, cette crise-là va passer, comme toutes les crises, ou même maintenant, parfois, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en ligne, qui ont toujours des besoins, qui cherchent des solutions pour des problèmes qu'ils ont maintenant, en fait. Il faut être présent là où vos prospects vont naviguer. Après, il vous faut forcément un site Internet, mais pas pour vous, mais pour ces prospects, pour ces suspects-là, et uniquement pour eux. Ensuite, il vous faut forcément une stratégie digitale et créer une vraie conversation et entretenir en fait ce réseau-là. Et après, il faut que vous puissiez investir dans des campagnes publicitaires pour accélérer un peu votre prospection en ligne. Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, il faut donc identifier précisément qui vous visez. Donc, il faut établir un profil client. Il faut choisir un peu vos combats, en fait, hein, surtout sur Internet, parce que tout le monde sera sur Internet. Qui il faut y aller chercher, qui il ne faut pas aller chercher. Il faut clarifier ça dès le départ. C'est l'étape la plus cruciale, justement, lorsqu'il s'agit de trouver en ligne.
Pourtant, c'est malheureusement celle qui est là, un peu la plus bâclée, en fait. Voilà. Il faut clarifier qui on sert, clarifier ce que l'on propose à cette cible et documenter tout cela pour pouvoir un peu guider la stratégie, on va dire, dans le futur, en fait. Voilà. Et généralement, on peut le faire un peu, cette documentation-là, dans un canvas, un peu dans ce style-là, où on a les intérêts et la démographie de la personne, on a ses frustrations, on a ses aspirations. Après, il faut être tout simplement présent où vos clients naviguent, en fait. C'est vraiment, je vais dire, très, très, très important parce que les gens aujourd'hui recherchent l'information, en fait, sur Internet, généralement. Peut-être qu'ils vont rechercher l'information juste pour acheter ou pour comparer des services. Donc, pour pouvoir prospecter efficacement, vous devez être, dans tous les cas, non pas sur les sites de vos concurrents, évidemment, mais vous devez être là où vos clients potentiels se trouvent. Voilà quelques pistes à explorer. Déjà, les réseaux sociaux. Généralement, peut-être que vos clients sont sur LinkedIn, peut-être que vos clients sont sur Facebook, peut-être que vos clients sont sur Instagram, dépendamment de la cible. Donc, il vous faut créer une présence pour votre entreprise-là sur ces différents réseaux sociaux où vos clients naviguent en fait pour la plupart du temps. Il y a aussi les moteurs de recherche, donc il faut pouvoir faire référencer vos pages, votre entreprise, ne serait-ce que la localisation, votre description, des photos, les photos de vos produits, de vos services sur ces moteurs de recherche. Et après, il vous faut concevoir un site Internet, mais qui va répondre vraiment aux besoins de vos prospects, de vos suspects. C'est pour ça que l'étape 1, qui est vraiment l'étape d'identifier précisément qui vous visez, c'est extrêmement important parce que cette étape-là va vous permettre non seulement de déterminer où vos clients sont, et aussi de pouvoir concevoir votre site Internet et concevoir ce site Internet-là pour eux, en fait. Voilà. Aujourd'hui, le site Internet, c'est littéralement votre commercial, on va dire 24 heures sur 24. C'est vraiment, en griffe, l'outil de base, en fait, dans votre arsenal de prospection en ligne, en fait. Voilà. Il vous faut donc sur un site Internet, sans entrer dans forcément trop de détails, il vous faut pouvoir avoir une proposition de valeur unique qui est orientée vers les bénéfices, qui est clairement visible et lisible sur votre page. Il vous faut des pages de destination ou pages landing page qui sont persuasives pour chacune de vos campagnes et pour chacun de vos profils clients ou buyer persona. Et il vous faut un blog professionnel impeccable avec du contenu régulier et à forte valeur ajoutée. Parce que justement, l'utilité du blog, c'est de pouvoir en griffe non seulement vous positionner en tant qu'expert de votre domaine, en tant que personne qui a vraiment quelque chose à dire sur votre domaine d'activité, et aussi donner des conseils, aider à la décision, en fait, ces consommateurs, ces utilisateurs qui viendront sur ce site Internet, et le tout justement pour pouvoir, on va dire, donner envie à ces utilisateurs-là de laisser leur contact. En fait. Voilà. Et après, tout ça, ça rentre forcément dans une stratégie claire. Franchement, c'est peut-être même, on va dire, encore un autre prérequis. Votre site Internet n'aura aucun poids si vous ne mettez pas de stratégie en œuvre pour y faire venir du trafic qualifié. C'est-à-dire, aujourd'hui, justement, il faut voir la relation commerciale en ligne par séquence, en fait, de manière séquentielle. Il y aura une phase où le prospect ne connaît pas du tout où l'entreprise, en ce moment, c'est un suspect, et il y a une phase où il va voir peut-être une publicité, il va voir peut-être un contenu de l'entreprise, et en ce moment, il est conscient que l'entreprise existe, et après, on va essayer de le faire venir sur le site Internet, l'engager, peut-être il va poser une question, il va demander une information, il va chercher à lire justement le blog qu'il y a sur le site Internet pour voir, en fait, en termes d'information, qu'est-ce qu'il peut voir sur vos produits ou vos services. Et peut-être à partir de ce moment-là, il aura envie on va dire, de créer une première relation. Il va laisser son email et à partir de ce moment, on va essayer de lui faire deux choses. Soit prendre un rendez-vous de 30 minutes pour lui présenter notre solution ou bien nos services
ou bien lui offrir un essai, ou bien lui offrir un échantillon de nos produits. Et à partir de ce moment, voilà, il a pris un premier engagement envers notre entreprise et il faut passer maintenant dans une phase où il faut l'enthousiasmer. Et après, il faut pouvoir upseller, vendre nos produits, on va dire, dans toute leur profondeur de gamme ou même dans toute leur largeur de gamme également. Et après, il faut transformer ce client-là maintenant en promoteur, vraiment en ambassadeur de notre marque, en fait. Donc, l'une des choses qu'il faut pouvoir vraiment comprendre aussi lorsqu'on prospecte en ligne, c'est que ça se fait par séquence. Voilà. On ne va pas tout de suite tomber sur quelqu'un et dire, OK, signe-moi un contrat à l'année. Non, il faut passer par plusieurs étapes que je vous présente là maintenant, en fait. Et justement, pour pouvoir faire passer au fur et à mesure le client à travers toutes ces étapes, il faut pouvoir créer une vraie conversation, il faut pouvoir entretenir ce réseau-là. Et justement, il faut pouvoir créer donc une vraie conversation avec ce réseau-là. Il faut pouvoir créer du contenu, il faut pouvoir échanger avec vos prospects en ligne, il faut pouvoir commenter parfois même, on va dire, leurs publications sur LinkedIn ou sur Facebook et tout. Il faut pouvoir publier du contenu sur votre blog, soit des tendances, des faits marquants, des choses surprenantes, des conseils, etc., qui vont donner de la substance et de la profondeur un peu à votre entreprise, on va dire, en ligne, en fait. Et après, pour pouvoir accélérer un peu, on va dire, un peu votre prospection aujourd'hui, il faut pouvoir investir dans des campagnes publicitaires. Donc, littéralement, il s'agira d'utiliser tous les canaux digitaux qui existent aujourd'hui, comme Facebook, comme Google AdWords, comme le retargeting, etc., pour pouvoir toucher un certain nombre de personnes, avoir des visiteurs et construire votre base de données. C'est extrêmement important de pouvoir, comme je vous l'ai dit, aller par séquence. D'abord, il faut toucher un grand nombre de personnes, après amener ces personnes à visiter donc notre site web qui est vraiment notre commercial en ligne et sur le site web créer un peu ce lien-là avec les visiteurs, obtenir des bases de données pour pouvoir justement entretenir ces conversions-là. Il semble que certains ont un problème de son. Est-ce que là, ça va maintenant? Vous nous entendez? Monsieur Konaté Moussa, monsieur, je crois que c'est madame Armel Kofi. Est-ce que chez les autres, ça va? Est-ce que vous nous entendez? Alors, monsieur Bailly, si vous n'avez pas d'image, vérifiez votre, je crois que c'est madame, ça doit être à votre niveau. Parce que là, j'ai les retours 5 sur 5, oui, ça va parfaitement, sont parfaits. Est-ce que tout le monde a l'image aussi? Ok, très bien. Alors, on peut continuer donc. D'accord. Donc, faut déjà, c'est vraiment pour être vraiment très efficace, il faut pouvoir donc investir dans les campagnes publicitaires parce que ça va permettre de, voilà, avec quelques centaines de mille de francs CFA, de toucher 200 000 voire 300 000 personnes quand le ciblage est bien fait, de pouvoir donc toucher des personnes qui sont réellement intéressées par nos produits et d'avoir des premiers retours. Et en ce moment-là, le travail du commercial sera de qualifier donc, on va dire ces prospects-là pour trouver les personnes qui sont les plus à même donc, de convertir sur nos services. Voilà, en général, il y a vraiment beaucoup de canaux qui peuvent, sur lesquels on peut avoir du trafic vers un site Internet. Donc, il y a Facebook, il y a Google AdWords, il y a YouTube, LinkedIn, voilà, qui sont là pour pouvoir faire ce travail on va dire, de rabattage, hein, littéralement, de prospects sur un site Internet. Donc, comprenez juste que c'est vraiment de pouvoir toucher un grand nombre de personnes qui peuvent être intéressées. C'est pour ça que le travail d'identifier ce que l'on veut toucher réellement, ceux qui ont besoin
de nos services est important parce que justement, ce ciblage-là va nous aider à toucher le maximum parmi eux. Ensuite, ces personnes vont visiter notre site Internet pour pouvoir mettre du contenu sur notre site Internet pour avoir une base de données, donc des contacts et à partir de ce moment-là, rentrer dans une relation séquentielle avec ce prospect-là. Voilà. Donc, on va voir rapidement un peu quel outil on peut utiliser pour la prospection. Déjà, on va dire en termes d'outils ou d'équipement même, hein, on va dire, cela va de soi aujourd'hui, hein, pour pouvoir être connecté, donc un smartphone plus un ordinateur portable. Un smartphone, on ne va pas dire Nokia 3310, hein, vraiment, il faut un smartphone, en fait, bon, pas forcément le iPhone 11 ou le iPhone 13, mais quelque chose qui va permettre aujourd'hui aux commerciaux de pouvoir traiter ses emails au bureau comme sur le terrain, de pouvoir accéder aux données commerciales de l'entreprise et les mettre à jour à distance, sans même connexion Internet parfois, accéder aux réseaux sociaux et puis même au blog de l'entreprise, indispensable pour générer des prospects aujourd'hui, hein, dans le but de faire de la vente en ligne, littéralement. Il doit pouvoir donc être suffisamment connecté pour cela. Après, il y a quelque chose de très important. Je voulais faire une petite démo dessus. Donc, je ne sais pas si tu pourrais me partager l'écran, comme ça, j'allais juste montrer le CRM, qui est quelque chose de très important. Peut-être que je vais poser une question à l'audience. Si vous pouvez répondre. J'ai un peu comme notre je voulais demander à l'audience, en fait, parmi qui a un CRM, en fait, qui utilise déjà un CRM dans l'audience. Si vous pouvez juste répondre dessus. Si vous pouvez juste répondre dans la discussion, parmi vous qui utilisent un CRM, pour que on puisse éventuellement évaluer cela. Mais le CRM, c'est vraiment très important parce que il va vous permettre non seulement de centraliser toutes les informations sur vos prospects, de pouvoir envoyer aujourd'hui, parce que la plupart des solutions de CRM sont couplées à une solution d'email, donc envoyer des mails que vous pouvez traquer, donc savoir si le prospect a ouvert l'email qu'on a envoyé. Est-ce que même il a lu, combien de temps il a passé dessus, et par exemple, il y a un outil qui est gratuit qui s'appelle HubSpot Sales que vous pouvez commencer à utiliser dès demain. Il y a d'autres solutions comme par exemple Salesforce qui demande un peu plus d'investissement, ou Microsoft Dynamics, mais avec CRM, avec HubSpot Sales et CRM pour les personnes qui n'ont pas encore, on va dire, qui ne font juste que commencer, c'est vraiment une solution gratuite que vous pouvez très facilement implémenter et commencer à utiliser dès demain, en fait. Alors, David, il semble qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un CRM. Alors, CRM, déjà, qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça peut servir? Okay. Un CRM, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est en anglais Customer Relationship Management. Donc, c'est un logiciel de gestion de la relation client, littéralement. Donc, le CRM, en fait, en lui-même, il permet donc tout simplement de développer en fait de meilleures relations avec vos clients. Relations dans le sens qu'il faut déjà tout simplement connaître déjà qui sont ces clients, hein, est-ce qu'ils les ont déjà contactés, qu'est-ce qui intéresse ces clients, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser, qui sont les décideurs dans cette entreprise et tout cela. Ça permet justement d'organiser, on va dire, la force de vente dans cette démarche en fait de prospection, même de relations commerciales en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que justement ça doit se faire par séquence et justement le CRM permet justement notamment aux équipes commerciales, aux équipes, on va dire support, même au marketing ou
ou à d'autres personnes dans l'entreprise de mieux gérer les interactions avec les clients, en fait. Voilà. Donc, le CRM, techniquement et sinon concrètement, va vous permettre d'enregistrer les données de vos prospects, d'identifier des opportunités de vente, d'enregistrer s'il y a eu des problèmes dans la délivrance du service, de pouvoir gérer même des campagnes marketing, tout cela dans une même interface, dans un même cadre, en fait. Voilà. Donc, avec justement cette visibilité sur les données, c'est plus facile de collaborer entre les équipes commerciales et le marketing et les équipes, on va dire par exemple même de livraison ou de production pour mieux servir le client en fait. Et donc, ça va augmenter la productivité de votre entreprise. Donc, comme j'étais en train de le présenter, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions gratuites. En tout cas, l'une des meilleures, en tout cas à mon avis, c'est HubSpot Sales que vous pouvez après regarder et pour pouvoir, en fait, c'est vraiment facile à utiliser et c'est gratuit dessus. Après, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus payantes où vous allez investir et tout comme Salesforce. Il y a aussi Microsoft Dynamics, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a Odoo aussi qui fait du CRM. Donc, il y a des solutions qui existent. Après, tout dépend de l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre, on va dire, dans votre parcours sur le digital. Aussi, il y a des outils de prise de rendez-vous qui sont gratuits aussi, comme qui s'appelle Calendly, par exemple. Aujourd'hui, on doit prendre rendez-vous avec quelqu'un, on va envoyer un email pour dire, ah non, quelle est votre disponibilité? Lui, il va répondre, ah non, je ne suis pas disponible à telle période. Est-ce que vous êtes disponible à telle autre période? Avec Calendly, c'est simple, vous envoyez un lien, par exemple. Là, je vous ai mis mon lien. Vous envoyez juste ce lien-là. La personne choisit juste la disponibilité qui est affichée dans l'interface. Et à partir de ce moment-là, justement, vous avez pris vos rendez-vous. En fait. Donc, pour que vos clients en griffe vous contactent ou prennent rendez-vous avec vous, ça devient du coup beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile en fait. Voilà, donc après, on a des outils d'automatisation en fait de tout cela en fait. Voilà, généralement, les commerciaux vont exécuter beaucoup de tâches sans grande valeur ajoutée et vont consacrer seulement un tiers de leur temps à vendre. Donc justement, la technologie permet d'automatiser ce type de problème ou ce type de tâche-là et ça va résoudre en partie le problème. Typiquement, ces outils-là vont vous permettre d'envoyer des emails automatiques en fonction des données et du comportement de votre prospect. Par exemple, on sait que, OK, si la personne est venue 10 fois sur notre site Internet, directement, on lui envoie un email pour prendre un rendez-vous parce qu'on sait que, bon, la personne est plutôt très intéressée. Ou si la personne a rempli un formulaire sur notre site Internet, directement, on lui envoie une proposition commerciale standard pour pouvoir justement aider cette personne-là à changer de séquence, en fait. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle le social selling, qui est littéralement, on va dire, la vente via les réseaux sociaux, voilà, littéralement. Aujourd'hui, c'est en plein boom un peu partout. En général, en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, on a à peu près 900 000 personnes qui sont déjà connectées sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, utiliser ces réseaux sociaux-là au service de la vente, ça va permettre au commercial non seulement de s'informer sur les besoins de son prospect, parce que les gens parfois vont publier qu'ils ont besoin de tel type de solution, ils vont se plaindre d'une expérience qu'ils ont eue avec un fournisseur en particulier. Et aussi, littéralement, ça peut permettre au commercial de se positionner auprès de ces personnes-là en expert de son domaine et puis d'identifier de nouveaux prospects potentiels. Sachant que le but ici, c'est de générer des opportunités de business. Donc, justement, LinkedIn, par exemple, ce n'est pas forcément un outil, on va dire, pour chercher des opportunités professionnelles, mais ça peut être un vrai outil pour un commercial qui cherche à vendre ses services ou ses produits sur Internet. Donc, en général, les tâches du quotidien, justement, les tâches quotidiennes du commercial vont certainement changer parce que, justement,
ces outils ou bien ces solutions-là n'étaient pas intégrées un peu dans sa fiche de poste de base, en fait. Voilà. Donc, veille sur les sites Internet, dans les groupes LinkedIn, que les prospects suivent ce qu'on appelle des leaders de pensée ou bien des influenceurs dans votre industrie sur LinkedIn, écrire, créer du contenu sur des problématiques que rencontrent vos prospects et remonter ces sujets-là au département marketing. Donc, voilà un peu, je vais dire présenter un peu comment aujourd'hui on peut utiliser l'Internet pour pouvoir faire de la prospection en ligne et puis voilà, essayer de rapidement passer un peu à la vente digitale en fait. Donc on peut, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont arrivées. Alors, très bien, hein, David, merci pour cette présentation. Je crois qu'on a abordé pas mal d'éléments. On a vu, j'allais dire, les étapes à suivre hein, pour pouvoir mener justement la prospection en ligne. Je crois qu'il y a 6 étapes qui ont été présentées, identifier la cible, être là où les clients sont, c'est-à-dire donc sur le net et où les clients naviguent, concevoir le site Internet. Le 4e point, je n'ai pas pu le noter, après la conception de site Internet, c'est d'avoir une stratégie. Avoir une stratégie. Et le 5e point, créer une vraie conversation. Et 6e point, investir dans des campagnes publicitaires. Donc, 6 points bien précis. Et au-delà de cela, David, tu as présenté les outils qu'il faut utiliser donc qu'on peut utiliser pour déployer donc ces stratégies de prospection en ligne. Et là, en termes d'outils, tu as parlé de CRM, tu as parlé aussi même d'outils, on va dire hard, c'est-à-dire les Android, les téléphones, les smartphones. Et tu as conseillé certains outils en termes de CRM, en termes aussi d'outils de prise de rendez-vous. Et tu as parlé également de social selling. Et voilà. Je crois que nous avons quelques questions à chaud hein, qui sont posées. Je vais les lire et aussi, mesdames et messieurs qui êtes connectés, si vous souhaiteriez prendre la parole, vous n'avez qu'à vous signaler en cliquant sur l'icône de la main, OK, et on pourra dès lors vous donner la possibilité de poser vos questions de vive voix. Alors, je lis très rapidement quelques questions qui nous sont venues. Je crois que signifie le CRM, on l'a déjà défini. Alors, l'outil gratuit au niveau du CRM. Hein, donc, j'ai au moins 3 questions là-dessus. L'outil gratuit, hein, le CRM gratuit. Et comment mesurer l'efficacité? Pardon, M. Thierry Combo qui dit juste savoir les outils de CRM qui sont gratuits pour une jeune entreprise. Oui, c'est ce que je viens de dire. Comment mesurer l'efficacité de cette technique? Alors, je ne sais pas de quelle technique vous parlez, M. Abdoulaye Ebe. Donc, précisez de quelle technique vous parlez. Alors, M. Boubacar Bayo souhaiterait que David, tu reviennes sur l'utilisation du tableau Canvas. OK. Voilà. Donc, déjà, ces premières questions. D'accord. Donc, j'ai levé la main, essaie de voir si tu peux partager. je te suggère de m'envoyer un message. Comme ça, je suis sûr que c'est toi. Alors, envoie-moi juste un message. Un instant, hein. Nous avons donné la main. Je prends dans le chat. Je prends dans le chat. Reviens là. Question. Des où question là? Écris-moi quelque chose que je peux identifier tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. OK, je l'ai là. Je vois le nom. Je prends rapidement. Alors,
Par exemple, je te donne la main pour l'écran, c'est ça? Tu vois mon écran? D'accord. En fait, donc, voilà, voici donc je vous présente un peu le logiciel dont je vous parlais, qui est totalement gratuit sur la partie, en tout cas, CRM et Sales. Donc, vous n'avez juste qu'à créer, créer un compte ici et ça va vous permettre littéralement de pouvoir avoir les informations sur vos contacts. Donc, enregistrer, comme j'ai dit, les contacts, autant de contacts que vous avez pour pour vos prospects. Créer des tâches. Donc, par exemple, si je suis un commercial que je dois aller en prospection, je dois, par exemple, faire un rendez-vous avec un client à telle date, mais je vais créer la tâche comme ça. Mon équipe sait que, OK, pour ce client-là, j'ai pris un rendez-vous, j'ai déjà vu. Si je dois envoyer une proposition, je vais également aussi mettre que je dois envoyer une proposition dans le logiciel. Et puis, l'un des avantages aussi, en fait, de cela, c'est qu'il permet d'envoyer des emails, littéralement, dans cette plateforme. Tu envoies ton email que tu enverrais dans ton adresse électronique normale et ça permet de pouvoir justement voir est-ce que le prospect a regardé son email, est-ce qu'il n'a pas regardé l'email, est-ce qu'il a téléchargé la pièce jointe et tout. Donc, ça donne quand même des informations qui sont toujours intéressantes à avoir, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez aller dessus hubspot.fr, vous prenez le produit Sales et puis ça vous permet justement de pouvoir déjà avoir un premier CRM de base, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première chose. Il y en a d'autres outils, on va dire, hein, qui existent, qui sont gratuits aussi, hein. Mais de par notre expérience, vraiment sur celui-là, on le conseille les yeux fermés à tout le monde. Déjà pour commencer, pour avoir un premier bout de comment ça marche, et puis après, on peut migrer vers des solutions beaucoup plus avancées ou beaucoup plus, on va dire, matures qui demandent forcément des investissements aussi à la suite. OK, je crois qu'on a répondu à toutes les questions pour cette première vague. J'en lis d'autres. Comment dresser une stratégie commerciale lorsque notre prospect est une entité? Exemple, un service achat. Une question posée par M. Moustapha Bakare. Je lis d'autres. Quelles astuces ou conseils pour un ciblage efficace? Je crois que là, c'est carrément la thématique. Monsieur Bli Fidèle Kwasi. Et en combien de temps, en termes de moyenne, peut-on développer un outil propriétaire CRM? D'accord, OK. Donc, reprends la première question. Alors, la première question, comment dresser une stratégie commerciale lorsque notre prospect est une entité? Exemple, un service achat. Tu peux prendre la main. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment, on va dire, une approche directe, hein, une approche très directe, littéralement. Comme j'ai dit, ça se fait vraiment par séquence. Il faut pouvoir déjà, premièrement, le service achat en général, il va intervenir, on va dire, au moment où il faut littéralement peut-être faire un appel d'offres, où il faut demander des cotations. Mais généralement, il faut voir avec l'utilisateur ou sinon votre client au sein de l'entreprise, en fait. Il faut voir avec déjà votre client au sein de l'entreprise, l'utilisateur de vos services, de vos produits au sein de l'entreprise, créer des relations avec ces personnes, faire des présentations de nos produits, de nos services. Si on ne peut pas envoyer ces présentations-là par email, on peut même faire des vidéos aujourd'hui qui vont décrire nos produits, nos services
et partager justement à ces personnes-là via email ou justement essayer de connecter avec nos potentiels clients dans cette entreprise-là sur LinkedIn. Par exemple, je ne sais pas, je veux justement vendre des solutions de CRM à la chambre de commerce, mais je vais chercher par exemple sur LinkedIn tous les employés de la chambre de commerce qui pourraient utiliser ce CRM-là, les ajouter et justement en inbox leur partager tout simplement une vidéo ou bien une petite présentation de notre solution, ou bien faire une vidéo de présentation de notre solution, partager sur nos réseaux sociaux et envoyer cette vidéo-là même en inbox en fait. Typiquement, je vais dire, au-delà même de stratégie, c'est plutôt l'approche en fait. Pour pouvoir une approche, avoir ce marketing-là vraiment très, très personnel en fait avec nos prospects lorsque justement c'est une entité bien ciblée en fait. Très bien. Je crois que on va tenter de donner la parole aux participants. Oui, il y avait deux autres questions, je crois que tu avais répondu, pardon. Quelles astuces ou conseils pour un ciblage efficace et en combien de temps peut-on développer un outil propriétaire CRM? D'accord. On va dire la deuxième question qui est comment effectuer un ciblage efficace. Vraiment, il y a deux choses en fait. Soit votre entreprise existe déjà depuis un certain nombre de temps. En ce moment-là, vous pouvez voir dans votre base de données clients quels sont un peu le profil des clients que vous avez déjà eu, hein, le profil de clients que vous avez déjà eu. Est-ce qu'on va dire ici ceux qui sont B2B? Est-ce que ce sont des PME? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des entreprises d'État? Est-ce que ce sont des entreprises d'une industrie bien particulière? En ce moment-là, vous pouvez dégager quelques profils d'entreprises, maximum 2 ou 3, sur lesquels vous allez construire justement votre ciblage, en attirer d'autres. Voilà, ça c'est dans le cas où vous avez, on va dire, une historique, vous avez déjà un certain nombre d'expériences. Et dans l'autre cas où peut-être vous commencez vraiment de zéro, en ce moment-là, il faut faire des choix délibérés. En fait, il faut dire, OK, nous, on ne va attaquer que des PME, par exemple, qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont dans une industrie bien particulière et qui ont un problème bien particulier. Le danger ici, c'est de dire, OK, notre solution, elle convient à tout le monde, en fait. Non, en général, une solution, un service, c'est pour une cible bien particulière, en fait. Donc, si vous ne pouvez pas avoir, on va dire, un historique par rapport aux personnes qui ont acheté vos services, en ce moment, vous faites un choix bien délibéré, en fait. D'accord. En combien de temps en moyenne peut-on développer un outil propriétaire CRM? Un outil propriétaire CRM, en général, ça va dépendre, on va dire, de la compétence des personnes qui vont développer ces outils. Donc, il y a des prix qui existent en open source aujourd'hui. Donc, ça peut aller très rapidement, comme si vous voulez faire vraiment cela à partir de zéro. Ça va vraiment dépendre des fonctionnalités que vous allez mettre un peu dans cet outil-là, en fait. Donc, je vais dire réellement, ça dépend non seulement de ce que vous voulez faire, et puis aussi des compétences des personnes qui vont le faire, en fait. Mais à quel moment on peut décider, David, de faire un outil CRM en propriété? Ça dépend. Il existe pas mal de solutions aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dépend. Si, par exemple, je vais dire, on travaille sur des données sensibles, aujourd'hui, ça vaut le coup, mais ça demande un investissement quand même. Ça vaut le coup de pouvoir avoir en fait son propre CRM. Je dis n'importe quoi, on est une multinationale, on a 20 filiales partout en Afrique. Ça fait sens d'avoir un outil CRM propriétaire en fait pour justement servir ces filiales en fait. Ou bien je dis n'importe quoi, on travaille sur des données de sécurité ou bien des données même de santé parfois qui sont un peu sensibles. Ça vaut la peine d'investir dans la construction d'un outil propre. D'accord. Voilà, pour gérer en fait, ces aspects. Sinon, pour une PME? Pour une PME, non. Non. Clairement, pour une PME, on peut démarrer avec un CRM gratuit et puis à partir de ce moment-là, voilà, grandir avec jusqu'au moment où on atteint une taille critique en fait. D'accord. Alors, j'aimerais bien donner la parole à quelques participants avant de lire la suite des questions. Madame Ngoran Yvette, si vous êtes là, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, il est ouvert. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Vous m'entendez, Madame Ngoran? Oui, qu'elle ne nous entend pas. Je regarde si nous avons d'autres mains levées.
Je crois que les mains se sont abaissées. Si vous souhaiteriez prendre la parole, vous pouvez cliquer simplement sur l'icône de la main pour que nous vous donnions l'opportunité d'intervenir de vive voix. OK. En attendant, je vais lire d'autres questions. Alors, je crois qu'il y a M. Abdoulaye Ebe qui avait posé la question si la stratégie était efficace. En fait, il faisait allusion à la stratégie de prospection en ligne. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle permet vraiment d'avoir des prospects qu'on transforme après en clients? Voilà, je crois que c'est cela sa question. On peut reprendre au fil de l'eau. Hein, OK. Aujourd'hui, j'allais dire ça son degré d'efficacité. Hein, aujourd'hui, en tout cas, le problème de la prospection, c'est que les gens n'ont plus forcément, on va dire, une certaine disponibilité, en fait. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, même monsieur, comment il s'appelle, qui a posé la question? Monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye, voilà. Personne n'aime recevoir d'un coup de fil de quelqu'un pour démarcher, même si c'est la solution dont on a besoin. On ne connaît pas la personne, on n'a jamais entendu parler d'elle. On ne sait même pas comment on a eu notre numéro. On ne va pas forcément même décrocher même le téléphone parce qu'on ne connaît pas le numéro, en fait. Donc, l'idée, justement, de la prospection en ligne, c'est de pouvoir attirer, en fait, vers soi ces personnes-là qui ont réellement le besoin de notre entreprise. Et comment on le fait? On l'a vu, déjà, il faut connaître ses cibles, savoir qui on veut attirer. Il faut mettre en place la stratégie. Il faut avoir un site web. Il faut apporter, justement, du trafic sur ce site web-là avec du contenu pour que, justement, ces personnes-là aient envie de créer cette relation. En général, justement, je vais dire même c'est plus facile pour quelqu'un, en tout cas un commercial qui reçoit les coordonnées d'un prospect. On sait déjà quel type de produit il veut. Peut-être qu'il a déjà rempli un formulaire sur le site Internet pour dire OK, de quel budget il dispose ou bien dans quel délai il a besoin de ce service-là. Ça amène, sinon ça facilite justement le travail en fait du commercial en fait. Voilà. Donc, quand ce travail de prospection en ligne est très bien fait, ça facilite derrière je vais dire la conclusion des ventes, ça facilite en fait justement le travail au commercial. Juste en termes d'additifs, par rapport à ce que David a dit, la prospection en ligne versus la prospection sur site a beaucoup plus d'avantages. Je donne un exemple, ce que les PME pratiquent aujourd'hui d'une manière générale, ou une PME qui veut faire la promotion d'un service, elle va faire des flyers, ou bien elle va faire des insertions dans des magazines, ou bien dans des quotidiens. Alors, à la différence de quelque chose que vous auriez posté, par exemple, sur Internet, c'est quoi? C'est que d'abord, ceux qui prennent les flyers, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas s'ils ont un intérêt par rapport à l'information qui est sur le flyer. Et pareil pour les insertions que vous faites, par exemple, dans un journal. Vous ne savez pas combien de personnes ont lu, combien de personnes se sont intéressées à l'information. Et si la personne est intéressée, la réaction que la personne devra avoir, c'est quoi? Peut-être appeler le numéro qui est sur le flyer pour échanger avec vous, pour exprimer son besoin. Alors qu'avec une prospection en ligne, ça ne tient qu'à un clic souvent. C'est-à-dire, je suis intéressé, je clique sur un bouton et peut-être j'accède à un formulaire, donc je peux laisser certaines informations, je peux interagir. Donc, déjà, sur ces aspects-là. Et puis, autre chose, je pense que David, tu pourras peut-être confirmer cela, en termes de coût. Une stratégie en ligne et puis une stratégie offline, en termes de coût, certainement la stratégie en ligne a l'air d'être beaucoup plus intéressante, hein, beaucoup plus économique. Avec peu, on peut gagner beaucoup, contrairement à une stratégie déployée offline. Puis forcément, en fait, je dis aujourd'hui, par exemple, si on doit donner, par exemple, je vais dire 50 000 à un commercial pour frais de carburant sur un mois, mais il pourra, même si, je veux dire, consacre 30 minutes ou 1 heure à un client, il ne pourra pas avoir plus de 200 clients par mois. Mais aujourd'hui, avec 50 000 fois, tu peux bien faire de la publicité sur LinkedIn et puis obtenir en fait vraiment des prospects très qualifiés pour ton entreprise en moins de temps et avec moins d'efforts et moins d'énergie dépensée en fait. Voilà. Pareil sur Facebook. Pareil sur Facebook en fait. Voilà, ça dépend aussi, hein, je veux dire, de la cible en fait. Voilà. En B2B, forcément, LinkedIn reste le plus approprié, oui, même si voilà, les gens n'utilisent pas ça forcément aujourd'hui encore de manière très massive. Et Facebook est beaucoup plus consumer ou peut-être du recrutement, en fait, ça dépend.
Alors, quelle méthode? Je continue avec les questions. Questions posées par Yves, Arnaud et Sapa. Quelle méthode pratique pouvez-vous nous conseiller pour les ventes en cette période de crise? Quelle méthode pratique? Je lis une deuxième question. Comment trouver du contenu pertinent pour son blog? OK. Alors, une autre question de M. Arnaud Assénian. Ces méthodes sont-elles également valables pour des entreprises de conseil en B2B comme les agences conseil en pub ou finance? Est-ce qu'on est uniquement dans du B2C à travers ces stratégies-là ou bien ça reste aussi valable pour une entreprise qui évolue sur un axe B2B? On peut commencer par la dernière. J'allais dire même encore que c'est beaucoup plus valable encore même pour des entreprises en B2B, justement parce que cette démarche méthodologique-là est beaucoup où on a besoin de justement de montrer une certaine expertise, de pouvoir créer, donner de la confiance en fait à nos prospects. Donc aujourd'hui même ça, je pense que ça convient encore mieux au B2B parce que le B2C en fait c'est une autre logique en fait, c'est une logique on va dire de branding ou il faut que justement en masse on puisse avoir connaissance de nos produits, des avantages et des bienfaits en fait. Voilà, donc ça convient mieux au B2B. D'accord. Il y avait l'autre question, les méthodes pratiques qu'on peut conseiller en cette période de crise. En cette période de crise, vraiment, de manière très pratique, moi c'est ce que je dis, je pense c'est pas forcément le moment d'être, on va dire, très agressif, mais c'est plutôt le moment d'être présent, de montrer un peu notre face humaine en fait. Voilà, je veux dire, on a un prospect qu'on a depuis peut-être 1 ou 2 mois, mais voilà, l'appel, c'est pas forcément pour dire, ah, c'est quand vous signez mon bon de commande, mais plutôt, est-ce que vous êtes en sécurité avec votre famille, il n'y a personne autour, voilà, comment est-ce que vous gérez votre situation en interne, mais prendre des nouvelles, montrer qu'on est là. Et puis après, voilà, trouver peut-être aussi sur un volet, ça dépend hein, on va dire, ça dépend des industries, mais donner peut-être de l'éducation, en fait, on a parlé, il y a quelqu'un qui avait parlé de finance, en fait, tout à l'heure. On a un cabinet de finance, mais dans cette période-là, je pense que c'est le moment de donner un peu, on va dire, des conseils, par exemple, pour mettre en note sa comptabilité, par exemple, dessus, plutôt que de dire, OK, voilà, souscrivez pendant 1 an à nos services. C'est le moment de pouvoir être beaucoup plus présent auprès non seulement de nos clients, parce que voilà, justement, pour pouvoir aussi les aider dépendamment hein, de l'activité qu'on fait, mais aider nos clients aussi à pouvoir naviguer dans ces eaux troubles ou à minima montrer qu'on est disponible pour vraiment aider. Voilà, donc ça peut, par exemple, dire, OK, renégocions en fait nos délais de paiement. OK, aujourd'hui, si vous, au lieu de payer 3 mois, payez-moi 1 mois, et puis voilà, on essaie de négocier un peu ainsi, en fait. Voilà, pour pouvoir justement être présent. L'idée, c'est d'être présent et de ne pas forcément être trop poussif, en fait. Donc, c'est vraiment une occasion aussi de faire des offres assez généreuses. Voilà. Généreux, j'allais dire, et plutôt créative, en fait, dans le sens de, par exemple, on a pour clients des restaurants qui ont fermé, mais c'est de leur dire à ces restaurants, bon, passez en mode livraison. Et puis voilà comment on essaie de créer ensemble un nouveau service ou un nouveau produit pour vous aider à avoir une continuité d'activité un peu dans cette période-là, en fait. Ah oui, c'est clair. Hier, j'ai eu à être livré en poulet. Et là, on nous donne la possibilité même de payer 1 mois plus tard. Et ça, par exemple, ce sont des actions assez intéressantes donc, à déployer en cette période de crise. Alors, je continue avec d'autres questions. Le CRM gratuit permet-il de générer les différentes étapes du parcours client? Par exemple, pour un prospect, à ouvrir son dossier et savoir que nous sommes à l'étape de la proposition de l'offre technique, par exemple. Hein? OK. Oui, normalement, oui, le CRM permet de le faire, hein, justement, de pouvoir avoir ce parcours client, en fait, comme je vous ai montré un peu tout à l'heure, de voir, OK, que le client en griffe est juste à la phase où il a visité notre site Internet, où
le visualiser un peu comme des tableaux et tu peux faire passer des cartes. Chaque fois, c'est intuitif, en fait. Ce truc-là. Alors, je continue avec d'autres questions. Ah, monsieur Adama Gourou dit avoir levé la main. OK. Je vais vous passer la parole, mais ça fait 15 minutes. J'espère que vous êtes là. Bonjour. Allô? Allô? J'ai pas de retour. Allô, monsieur Gourou, vous m'entendez? On vous entend, hein? Oui, oui, bonjour, monsieur Komara. Bonjour, David. Merci, monsieur Gourou. C'est très heureux de vous avoir encore ce matin, après l'animation, la brillante animation de la thématique d'hier sur le management en période de crise. Alors, vous avez une question, allez-y. Alors, ma question pour monsieur Capot, c'est de savoir, en fait, en général, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur la base d'une expertise personnelle et aussi dans les services intellectuels comme les nôtres, comme la formation et le coaching. Et selon lui, quel est l'équilibre qu'il faut avoir entre le personal branding de l'entrepreneur et le branding de l'entreprise sur les réseaux sociaux? D'accord. En fait, j'allais dire, en fait, justement, quand on se lance, il y a deux choses, hein. Il y a deux choses. Je pense que le meilleur personal branding qu'on puisse faire, c'est de mieux servir, en fait, ses clients, en fait, hein. Voilà. C'est de mieux servir ses clients, avoir une approche vraiment en toute humilité. Ce n'est pas parce que, par exemple, voilà, on a lu quelques livres de coaching qu'on devient tout de suite coach en développement personnel. Il faut pouvoir prendre le temps, justement, d'avoir des offres, de soumettre ses offres, de pouvoir exécuter correctement, en fait, de pouvoir exécuter correctement, on va dire, ces offres-là, implémenter ça, avoir des cas plutôt que de juste, on va dire, parler ou de juste dire, en fait. Parce que justement, on l'a dit, les clients ou les utilisateurs d'Internet sont de plus en plus, on va dire, aguerris. Donc, ils pourront très facilement détecter quelqu'un qui a de la substance ou pas, ou quelqu'un juste qui a réellement une expertise à proposer, en fait. Donc, pour répondre, voilà, concrètement à votre question, j'allais dire, il faut pouvoir rester, par rapport au personal branding, il faut pouvoir rester très humble sur un certain nombre de sujets, surtout quand on est dans le domaine intellectuel, en fait. Voilà, surtout quand on est dans le domaine intellectuel, c'est bien de produire du contenu, c'est bien de faire des vidéos, c'est bien de poster des photos, mais il faut se poser la question, est-ce que ce que je vais poster, est-ce que ce que je vais dire apporte une réelle plus-value à mon audience, en fait. Voilà. Le personal branding, on le fait même sans le faire lorsque, justement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question comment trouver des idées de blog, hein, ou des idées de contenu. On le fait justement sans le faire lorsqu'on répond à des questions qu'une audience se pose réellement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'un cabinet de finance, mais il faut se dire, OK, mon audience, quelles sont leurs questions qu'ils ont par rapport à mon secteur d'activité? Et je fais juste du contenu pour pouvoir répondre à ces questions. Ce n'est pas de dire que je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Ce n'est pas ça le personal branding, mais c'est plutôt d'être réellement utile aux personnes, en fait, à qui on s'adresse, en fait. Monsieur Gourou, ça va? Monsieur Gourou, ça vous va? Oui, parfaitement. On parle à un expert. Oui, oui, j'ai dit, on parle avec un expert et ça se voit. Très bien. Merci bien. Alors, j'ai une question qui est assez longue, mais je la lis quand même. Elle nous vient de Madame Dedou Diarra Fatimata. Bonjour, je suis Diarra Fatimata et je travaille pour un cabinet d'audit.
Alors, la prospection est beaucoup plus délicate dans notre domaine car guidée par le degré de confiance accordé à l'entreprise. Les solutions, pardon. OK, la crédibilité et la technicité. OK. Les solutions citées cadrent bien dans le cadre de la vente de produits. Cependant, pouvons-nous penser que dans mon cas, la veille stratégique reste la meilleure solution? Y existerait-il d'autres solutions ou outils? Alors, voici une entreprise donc, qui est un cabinet d'audit. En fait, typiquement, j'allais dire, il y a deux choses en fait. C'est pas forcément que c'est ce dont je parle, c'est une panacée, mais je pense que l'application quand même reste dans plusieurs domaines. Après, c'est de pouvoir adapter aussi à son domaine, à ses contraintes, voilà, pour pouvoir avancer. Je dis, quel que soit aujourd'hui, par exemple, votre domaine d'activité, rien ne vous empêche d'avoir un site Internet sur lequel vous allez produire du contenu. Même si vous êtes avocat, vous êtes architecte, qui ont des contraintes de ne pas faire, par exemple, trop de publicité, aujourd'hui, vous devez avoir un site Internet. Parce que justement, même si, je prends le cas de manière un peu dans cette période, on est tous confinés. C'est vrai qu'on est confinés, on est un peu inquiet, mais il y a des gens quand même qui vont réfléchir à leur projet de maison, par exemple. Voilà, ils vont réfléchir à leur projet de maison. Donc, toi, en tant qu'architecte, si tu as produit justement du contenu pour donner des conseils sur, on va dire, même le choix même de l'architecte ou sur le choix de la maison entre, je vais dire, une maison basse et une maison à niveau ou, je sais pas, ou une maison, je sais pas, baie vitrée ou une piscine. Bon, voilà, comment choisir en fait là-dessus? Rien ne t'empêche de faire cela sur ton site Internet et de faire la promotion de ce contenu-là. Hein. L'idée étant, comme elle a parlé, de pouvoir non seulement démontrer son expertise et puis créer ce cadre de confiance-là entre le prospect qui ne nous connaît pas du tout pour qu'il puisse faire un premier pas. Il vient sur notre site Internet, il regarde. Finalement, il va revenir, peut-être il va revenir une troisième fois. À la quatrième fois, il va laisser son contact. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez non seulement, comme je l'ai dit, automatiser un peu cette relation-là dans les premiers temps, ou bien juste rentrer en contact avec la personne pour avoir une approche beaucoup plus humaine, en fait. Donc, pour répondre, en fait, à la question de madame, je vais dire, s'il faut pouvoir adapter ça, justement, à son site Internet. Mais dans le cadre, par exemple, de l'audit, ça demande, par exemple, de bien démontrer son expertise parce que c'est un domaine non seulement qui est compétitif, mais qui est très technique. Voilà. Et non seulement il est compétitif et technique, donc pour pouvoir justement prospecter en ligne, pour pouvoir montrer que, par exemple, on est à jour sur les tendances, que ce soit au niveau local ou international, il faut pouvoir montrer dans la mesure du possible le travail qui a déjà été fait avec des clients, donc prendre des témoignages clients, faire des études de cas, et puis justement exposer ce contenu-là aux personnes qu'on est susceptible, par exemple, on sait que ces personnes-là sont susceptibles d'avoir besoin de nos services. Par exemple, je dis n'importe quoi, pour la dame dans le cabinet d'audit aujourd'hui tout de suite, bon, il y a des mesures fiscales qui ont été prises récemment par le Premier ministre pour les entreprises et tout. Donc, c'est de dire, OK, réexpliquer ces mesures-là concrètement aux entreprises, poster cela sur LinkedIn et puis sponsoriser pour toucher le maximum de chefs d'entreprise de PME, par exemple. Hein, justement, c'est de dire que c'est vrai qu'on a reporté peut-être les échéanciers par rapport aux taxes, mais ça ne vous empêche pas de préparer en fait vos taxes maintenant. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait. L'idée étant, et ça c'est vraiment une trame en fait que j'ai présentée, mais c'est de pouvoir adapter ça aussi à nos différents secteurs d'activité, à nos différents types d'entreprises en fait. Donc, ce qu'on comprend dans tous les cas, c'est que l'Internet peut être utilisé, quel que soit le secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde y est. Tout le monde est sur le net. Voilà. Donc, c'est une zone où on trouve du monde et donc on peut y aller puiser. On peut aller chercher donc de la clientèle là-bas. Le tout pour l'entreprise, donc, c'est de savoir quelle est sa proposition de valeur. C'est quoi exactement ma position de valeur, même en tant que cabinet d'audit. Voilà. Qu'est-ce qu'un client recherche véritablement chez nous? Voilà. C'est quel problème nous résolvons? Quelle est la satisfaction? Quel est le besoin que nous tentons de satisfaire chez ce client-là? Et puis, voir comment exprimer cela à travers les canaux qu'on utilise, à travers le net, si c'est un site Internet, si c'est une page, c'est un blog, etc. Pour pouvoir justement
établir le lien de confiance avec ces derniers-là et puis développer sa clientèle. D'accord. Alors, il y a la question de sécurité qui est toujours posée. La confidentialité d'un portefeuille client est très importante pour certaines entreprises. La sécurité des données est-elle prise en compte sur le logiciel qui sont online? Donc, je pense que la personne parle certainement de… Voilà, après comme j'ai dit, ça, c'est une solution d'entrée. Ça vient de Calogo. Voilà. De base, en fait, voilà, c'est en termes de sécurité, ça fait plus de 15 ans que cette entreprise existe. Ils sont vraiment leaders un peu dans leur domaine là-dessus, en termes de logiciels pour le marketing et pour la vente. Donc, vraiment, il y a vraiment pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème pour l'instant. Maintenant, après, comme on l'a dit, hein, dépendamment de notre entreprise, dépendamment de notre industrie, s'il y a des exigences de ce type-là qui se posent, en ce moment, il va falloir peut-être investir non seulement dans des solutions beaucoup plus sécurisées ou qui garantissent beaucoup plus la sécurité, en fait. Ça, c'est un logiciel gratuit. Voilà. Donc, en même temps, le gratuit, il vient, je vais dire, avec les fonctionnalités, avec quelque chose, on va dire, qui est prêt à marcher, mais voilà, sur lesquels on n'a pas forcément la main. C'est vrai qu'ils vont te dire toujours, OK, on garde vos données, mais après, on ne sait pas forcément ce qu'ils font, mais ils garantissent en tout cas qu'ils ne font rien, et je pense qu'ils ne font rien réellement. Mais après, si on peut être sûr à 300 à 500% que personne de l'intégrité de nos données, en ce moment-là, ça demande d'investir dans des solutions propres et forcément, le coût qui va avec est de manière, on va dire, de facto présent, en fait. Voilà. Donc, c'est un arbitrage qu'il faut faire entre le fait de vouloir, OK, garder uniquement nos solutions à nous ou bien d'utiliser une solution qui est éprouvée, qui existe, qui est robuste, qui a été testée de bout en bout et qui fonctionne, qu'on peut installer dès demain et puis voilà, ou investir peut-être 10 millions dans du développement d'une solution qu'on va utiliser en propre, en fait. Très bien. Bonjour à tous, merci pour vos efforts. Ça vient de Patricia Adjoa-Konda. Ma question porte sur le point 3. Comment concevoir un site Internet pour eux? Je pense qu'elle parle des clients, sachant que nous avons des clients divers ayant des besoins très diversifiés. Donc, pour une entreprise qui a des clients, certainement une segmentation qui est très élargie. Donc, quel type de site Internet, c'est ce que tu peux réaliser? Oh, après, réellement, il faut pouvoir, je vais dire, avoir beaucoup plus de détails hein, pour arriver à cela. Mais en fait, ce que je peux dire de base, en fait, c'est qu'il faut déjà bien connaître ses clients. C'est vrai qu'on peut avoir des clients avec des besoins divers. En ce moment-là, il faut pouvoir séparer les univers. Par exemple, ce que je veux dire, une entreprise aujourd'hui peut faire du conseil en audit, mais faire de l'import-export, par exemple. Voilà. Typiquement, peut-être c'est un conglomérat. Peut-être c'est plusieurs entreprises en une, voilà. Elle fait de l'audit, elle fait de l'import-export. Mais en fait, si on doit faire un site Internet, il faut pouvoir faire un site Internet pour les deux activités. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit un peu dans la présentation, il faut faire le site Internet uniquement pour une catégorie ou une grande catégorie de personnes qui ont les mêmes besoins, en fait. Voilà, les personnes qui ont un besoin en audit n'ont pas les mêmes besoins que des personnes qui veulent de l'import-export, en fait. Donc, il faut pouvoir séparer les univers pour que notre message soit le plus clair possible pour ces personnes-là. Sinon, quand vont venir, je veux faire de l'audit pour mon entreprise, mais en même temps, je vois de l'import-export, je suis confus. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, en fait. Voilà. Ça va créer des biais un peu à la conversion. Alors, une question assez intéressante. Doit-on dire toute la vérité à nos clients? Oui, oui, vraiment, c'est comment on appelle ça? Je vais dire, c'est l'une des règles en fait de l'internet en fait, hein, de pouvoir être authentique autant que faire se peut. Voilà, de pouvoir être authentique autant que faire se peut. Par exemple, dire toute la vérité au client, ça veut dire quoi? De dire qu'on ne peut pas livrer ça à tel délai, on ne peut pas livrer. Voilà, dire ça clairement dès le début. Où ça va vous coûter X, Y, Z, on vous dit ça vous coûte X, Y, Z. Pour pouvoir être transparent le plus possible avec ses clients, en fait. Ça, c'est vraiment, je vais dire, une règle de base.
Pourquoi la transparence, ça va créer la confiance, en fait, derrière. On sait que, OK, cette entreprise, quand il y a un problème, elle nous dit qu'il y a un problème, en fait. Donc, on sait que, OK, ils sont fiables, ils sont sérieux. Mais le problème, c'est qu'on peut cacher des choses, mais si on cache des choses que le client apprend et que ça lui porte préjudice, je suis pas sûr que, justement, cette confiance-là puisse être entretenue. Alors, j'ai une question assez spécifique venant de Mme Kwame Ewa Juliette. Bonjour, M. Komara, je suis Juliette Kwame, je travaille dans l'agroalimentaire. Je voudrais savoir comment augmenter ou accroître sa productivité en ce moment précis de crise où le confinement s'impose à tous. Quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour la production? Je vous remercie. Alors, ça, c'est pratiquement refaire peut-être toutes les sessions. Peut-être que ça répond. Voilà, ce qu'on pourrait faire après, c'est de faire un best-of des sessions, juste un résumé des sessions, et puis voilà, repousser ça à tout le monde. En règle générale, j'aurais dit, c'est de pouvoir réellement, la première des choses, hein, surtout en tant que chef d'entreprise en ce moment, c'est de pouvoir, on va dire, prendre soin de soi d'abord, en fait. C'est de pouvoir prendre soin de soi-même, mentalement, physiquement, émotionnellement. Voilà, sur tous les plans, il faut prendre soin de soi. Je sais pas, pour ceux qui voyagent souvent, on est dans l'avion, la première des choses, on dit, OK, bon, si ça chauffe, que le masque tombe, assurez-vous de mettre votre masque d'abord avant d'aider les autres. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est la même chose un peu en ce moment. On est dans des zones de turbulence. En tant que chef d'entreprise, il faut s'assurer que soi-même, OK, on est au point, on est au top. Après, ses employés. Voilà, parce que justement, on est dans un bateau ou on est dans un avion, il faut que l'équipage soit en sécurité aussi. Et à partir de ce moment-là, on s'occupe de nos clients, en fait. Voilà, de dire, OK, est-ce qu'il faut stopper la production maintenant? Bon, d'accord, on ne peut pas stopper la production maintenant parce qu'on a des commandes à honorer. Bon, on appelle les clients pour voir est-ce que ces commandes-là, on peut faire ça par petits lots, en fait. Voilà, où justement, on va mettre un plan de contingence, en fait, pour pouvoir assurer la productivité. Donc, mais en fait, de manière générale, il faut prendre soin de soi en tant que chef d'entreprise, ses employés, et ensuite, tout le monde, on se concentre pour aider les clients, en fait. Voilà. Alors voilà, hein, Madame Kwame, à cela, ce que je pourrais ajouter, parce que votre question est vraiment spécifique voilà, elle est assez spécifique. Et donc, il va s'agir de vous poser vous-même les bonnes questions. OK, voici ce qu'on a l'habitude de faire, voici ce qu'on a l'habitude de livrer, voici nos clients. Est-ce que les commandes sont toujours d'actualité? Est-ce qu'on a toujours des commandes? Est-ce qu'il y a toujours un besoin auquel on doit pouvoir répondre? Si oui, est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir répondre à ces besoins, vu que nous sommes en confinement? Est-ce que le personnel peut travailler jusqu'à une certaine mesure? En fait, c'est à toutes ces questions qu'il faut arriver à répondre. Et s'il y a des difficultés, bien entendu, les choses ne sont plus pareilles qu'à la normale. Essayez de voir quelles sont les possibilités d'innovation que vous pouvez apporter pour donner satisfaction à vos clients. Mais d'abord, la clé, c'est au niveau de vos clients. Est-ce qu'il y a une demande? Comment est-ce que vous pouvez les soutenir en pareille situation? Et puis, regardez de votre côté avec les outils de production dont vous disposez. Quelle est la logistique que vous pouvez mettre en place pour assurer les livraisons, etc., etc. Je disais tantôt, voilà, un opérateur économique qui évolue dans la vente de poulet, qui nous fait la proposition d'acheter du poulet et de payer jusqu'à plus d'un mois. Et hier, il tournait assez dans la ville d'Abidjan, donc il a des commandes qui affluent comme pas possible. Et voilà, pour lui, c'est une opportunité. Voilà comment lui, il s'adapte à la situation. Donc, c'est assez spécifique. Il faut vous poser les bonnes questions et puis accepter de chercher les réponses. Et bien entendu, tout ça en équipe, c'est de ça qu'on parlait hier avec M. Gourou Adama. Alors, j'espère que vous avez trouvé satisfaction à cette réponse. Alors, pour la question qui avait été posée sur la vérité, je dis rapidement, est-ce qu'il faut dire la vérité, même si cette vérité nous discrédite et même si le concurrent ne dit pas la vérité? Je crois que la réponse est toujours… Non, au contraire, quand le concurrent ne dit pas la vérité, je pense qu'il faut dire la vérité, justement. Et puis peut-être après, voilà, le client, on sait qu'il est à la base un peu rationnel quand même. Il va prendre les décisions qui s'imposent, mais au moins, nous, on sait qu'on est resté dans la vérité, en fait. Après, il y a forcément des circonstances qui sont peut-être particulières ou qui sont peut-être bien spécifiques de tout. Mais en règle générale, je pense qu'il faut pouvoir
rester authentique autant que faire se peut dans nos relations commerciales. En fait. C'est clair. C'est clair. Alors, je vois une question de Madame Bailly Paul. En termes de prospection en ligne, est-ce que les participants à ce webinaire peuvent être des nôtres? Merci. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Quand vous dites des nôtres, vous voulez dire quoi? Vous pouvez peut-être bien formuler la question. On a encore une petite dizaine de minutes. Dans 10 minutes, je peux encore prendre quelques questions. Alors après, je pense qu'on a répondu plus ou moins à toutes ces questions pour des stratégies qui sont adaptées à des secteurs d'activité précis. Là, par exemple, c'est Madame Essueki. Quelle est la technique adoptée pour une entreprise qui est dans la maintenance industrielle? Je crois que j'ai vu aussi une question pareille pour le secteur des BDP. Alors, ça revient toujours pour des secteurs spécifiques. En fait, c'est ça. Pour les secteurs spécifiques, vraiment la technique de base, en fait, c'est surtout de démontrer votre expertise. En fait, la maintenance industrielle, mais voilà, je veux dire, il faut pouvoir expliquer comment nous, on fait cette maintenance industrielle-là, si on a des procédés, si on a des méthodes, quels sont les résultats qu'on obtient, et s'assurer justement, c'est pour ça que dans les outils, dans les étapes que je vous ai proposées, hein, investissez dans les campagnes publicitaires en ligne, en fait. Hein, vraiment, on fait du contenu, il faut s'assurer que, OK, notre cible, aujourd'hui, va voir ce contenu-là. On a fait une vidéo où on a fait des photos qui expliquent notre procédé ou bien notre méthode pour faire de la maintenance industrielle. On s'assure que les personnes qui sont dans l'industrie voient ces médias-là, vont voir cette publicité, vont voir ces différents contenus-là. Aujourd'hui, réellement sur Internet, c'est devenu ce qu'on appelle du pay-to-play. Hein. Il faut payer pour pouvoir justement avoir tous les bénéfices que ces différentes plateformes-là peuvent offrir en fait en termes d'exposition de sa marque en fait. Voilà. Très bien. Alors, il y a une dame, Madame Berthet, qui se propose de donner quelques astuces, à apporter une petite contribution à Madame Kwame qui a posé une question dans le domaine donc, de l'agro-industrie. Ben, on va vous ouvrir le micro, Madame Berthet. Comment? Tu la connais? Non, je ne la connais pas. C'est toujours intéressant le partage d'expérience. Madame Berthet, vous êtes là? Je crois que vous pouvez ouvrir votre micro. Hein. Madame Berthet, si vous souhaitez le faire par écrit, ben allez-y, on pourra lire et ça pourra servir justement à Madame Kwame et aux autres participants également. Peut-être que vous êtes dans le secteur et peut-être vous avez pu développer une stratégie pour garder un certain niveau d'activité en cette période de crise. Ben, je vais dire en entendant donc les autres questions. Je crois que Mme Bailly Paul Edwige a apporté une précision à sa question. Est-ce qu'on peut avoir les contacts? Les contacts des participants, ben, il faut prendre attache avec nous. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit force, parce que nous avons une offre de service qu'on appelle Point de Mire, qui est dédiée à appuyer les PME d'une manière générale à faire la prospection. Hein, le concept de point de mire, lorsqu'on n'est pas en période de crise, ça consistait simplement à mettre une salle à votre disposition, à vous aider dans la mobilisation de votre cible et donc à mettre tout le cadre logistique qu'il faut pour cela. Et puis, ben, vous venez simplement vous présenter vos offres de services. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à quelque chose de ce type à travers donc le digital. Ce n'est pas encore élaboré. Nous avons pour le moment juste une idée. Mais écoutez, madame, on pourra en discuter en off tranquillement hein, sur ces possibilités-là.
Je vous remercie pour votre réponse sur la vérité sur un plan commercial. Cependant, durant cette crise, nous avons fait face à nos clients et nous en subissons d'énormes conséquences. Que faire pour gagner la confiance de nos clients? Voilà, donc je crois que c'est toujours Madame Amelon. Voilà. Non, vraiment, je dis, il y a souvent, j'aime prendre l'analogie un peu de, comment on appelait ça, des relations humaines, hein, sinon je vais dire même des relations amoureuses avec les relations commerciales, parce que, in fine, il y a beaucoup de similitudes, en fait, là-dessus. Je dis, il arrive que dans une relation, justement, amoureuse, on puisse faire des faux pas, mais je pense que le plus simple, en général, c'est de faire un profil bas, de demander pardon, et puis, voilà, s'il y a moyen d'avoir une deuxième chance, on obtient cette deuxième chance-là. Sinon, si, je veux dire, les ignames sont coupés, bon, on essaie d'avancer avec quand même, et puis on reconstruit quelque chose, en fait, quoi. Voilà, donc je pense que l'approche la plus simple, je ne connais pas forcément les détails, hein, donc je parle toujours vraiment avec une grande généralité qui n'est pas forcément très précise, mais c'est de dire qu'il faut faire profil bas et puis il faut essayer de recoller les morceaux pour obtenir une deuxième chance, quoi. Très bien. Je suis Monsieur Bombage. Je crois qu'on va prendre deux dernières questions. Donc, l'avant-dernière, je suis Monsieur Bomba Timoko et ma question est la suivante. Quelle est la stratégie à mettre en place pour conquérir un client qui est déjà satisfait de son prestataire avec lequel il travaille déjà? Ok, j'allais dire deux choses. S'il est déjà satisfait de son prestataire, il faut être toujours présent au rebond, comme on dit, mais il faut justement chercher quelqu'un comme ce client-là que le prestataire n'a pas encore, en fait. Voilà. Et je pense que c'est possible, hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est quand même, on va dire, plus de 5000 entreprises, de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, mais je pense que le tissu économique tourne autour de 30 000 à 40 000 entreprises au moins. Donc, je pense que parmi toutes ces entreprises-là, il y a forcément peut-être un concurrent de ce client-là ou un nouvel entrant ou peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de ces services-là sur le marché. Peut-être qu'il faut aller vers ces personnes-là. Et puis après, je pense que justement, grâce à Internet aujourd'hui, à tout cela, ça nous ouvre en fait aussi d'autres marchés en fait, voilà, en termes de prospection. Je veux dire, aujourd'hui, on peut raisonnablement et valablement être ici et puis démarcher des entreprises au Sénégal justement via toutes les techniques dont on a parlé. Donc, si on voit que c'est saturé en Côte d'Ivoire, bon, allons au Bénin, allons au Sénégal. Ça peut être difficile, ça peut ne pas être difficile, mais allons-y quand même en fait. Voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour parce que je vois un peu pas mal de similitudes aux questions qui avaient déjà été posées. Ok, je pensais dernière donc de Madame Anastasie Debra. Je suis Madame Meya. Que doit-on faire quand on dit la vérité et que le client estime que nous ne sommes pas compétents? Non, là, en ce moment, je vais dire, en fait, il y a deux choses, hein. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le client est roi dans nos contrées, mais il faut aussi, je vais dire, savoir être confiant, en fait, de notre expertise, en fait. Voilà. Si toi, le client, tu penses que malgré tout ce qu'on a proposé, tout ce qu'on a dit, on n'est pas compétent, mais je ne peux pas changer ta perception, je ne peux pas changer ce que tu penses, en fait. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, écoute, voilà, il faut avoir aussi cette mentalité d'abondance-là, hein. C'est pas ce client-là qui va faire notre chiffre d'affaires parce que, justement, il y a au moins 500 000, 2000, 3000 entreprises qui ont besoin de nos services sur le marché, en fait. Cette expression-là qui dit « some will, some won't, so what, some are waiting somewhere ». C'est-à-dire, il y a certains qui voudront, qui vont tout de suite acheter ce que vous avez proposé. Il y a certains qui ne voudront pas, mais et alors, il y en a qui attendent que vous les contactiez. Ils sont quelque part. Il faut juste pouvoir les trouver. Et à qui vous allez faire cette proposition et ils ne vont même pas cracher là-dessus, ils vont bondir. Donc, il faut pouvoir aussi à un moment donné, hein, juste un petit input à ce que, à un moment donné, si vous avez essayé de pas, ben, vous ne lui fermez pas totalement la porte, vous gardez le contact avec lui d'une manière ou d'une autre, laissez refroidir. Et puis, continuez à bosser, à travailler, à améliorer, à avoir des références. Et de temps en temps, vous pouvez faire des petits retours pour présenter ce que vous faites. Et sait-on jamais, peut-être qu'un jour, il deviendra
un véritable client et pourquoi pas un ambassadeur. Alors, David, je vais te laisser le soin de faire un dernier mot à l'assistance. Oui, vraiment, je pense que j'ai été très ravi d'animer en fait ce webinaire. C'est une première. J'ai juste une dernière chose que je voulais peut-être partager avec les auditeurs très rapidement. En fait, c'est que ma crainte, hein, c'est qu'au sorti de là, comment on appelle ça, si j'implémente ça comme ça, je pense que ça peut même faire peut-être un peu plus de mal même en fait que de bien en fait, parce qu'ils auront encore un pont à moitié construit en fait. Voilà. En général, on va dire quoi? Bon, c'est un chef d'entreprise qui est là et puis il a sa marmite d'or qui est quelque part ici en fait. Voilà, ça peut être des clients, ça peut être, je sais pas, plus de revenus et tout. Et en général, il va prendre, voilà, une initiative. On a parlé de prospection en ligne aujourd'hui, il va se concentrer dessus. Mais après, la semaine prochaine, je suis sûr, hein, si c'est pas peut-être le seul webinaire auquel nos auditeurs ont déjà participé. Ils ont participé à beaucoup de séminaires de la Chambre de commerce et tout. Voilà. Mais après, voilà. Donc, il y a la semaine prochaine, une nouvelle technique va venir. On peut parler de Facebook. Oui, OK, bon, on va faire Facebook. Après, on peut parler encore, je sais pas, de faire des chatbots ou bien de faire, enfin, de la communication via SMS. Mais au fond, le problème, c'est qu'on ne fait pas la boucle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément un cadre structuré dans lequel on évolue, en fait. Voilà. Que ce soit de manière commerciale, que ce soit de manière marketing, parce que ces deux fonctions-là sont en général liées. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, quel que soit, en fait, vraiment, je pense que c'est un appel vraiment à l'action que je fais un peu à l'audience, quel que soit le moyen que vous allez découvrir ou bien voir pour pouvoir faire croître votre chiffre d'affaires, augmenter vos revenus pour votre entreprise, c'est de choisir un pour pouvoir, voilà, faire un peu cette boucle-là, hein, de pouvoir faire cette boucle-là pour passer réellement. Et ça, il faut pouvoir avoir on va dire une stratégie pour pouvoir avoir un cadre en fait bien précis en fait. Voilà, nous on a essayé de compter, hein, aujourd'hui avec le digital, on a à peu près 73 méthodes différentes pour pouvoir produire des résultats avec le digital. Mais l'idée c'est de prendre une seule méthode, d'arriver au bout, de prendre une autre, d'arriver au bout, de prendre une autre, d'arriver au bout en fait. Voilà. Ce que je voulais justement, avec ta permission, en fait, proposer un peu à l'audience, c'est que justement, voilà, j'ai mon email qui est là, le calendrier qui est là, c'est juste de prendre rendez-vous. On va prendre 1 heure, c'est totalement gratuit. 1 heure encore, toujours en ligne. On est vraiment en confinement, en fait, en ce moment, toujours en ligne. On se fait un call où on va vous aider justement parmi ces 73 méthodes-là, d'identifier un peu en fonction de votre niveau aujourd'hui quelles seraient les méthodes que justement vous pourrez appliquer pour justement tirer profit du digital dans votre entreprise et surtout dans ce moment-là. Donc, vous pouvez juste soit envoyer un mail à david@stama.digital ou juste aller sur Calendly Digital Capo et puis voilà, juste 1 heure, 30 minutes, comme vous voulez, il n'y a pas de problème de toute manière aujourd'hui. On a un peu plus de temps pour certains. Donc, je pense que ça va être vraiment plaisir on pourra passer cette heure à discuter en fait de digital. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention en fait. Merci David. Mesdames et messieurs, merci à tous et à toutes. C'était la 4e session donc de webinaire. On vient de boucler donc la première série. Il y aura une autre série. Nous vous tiendrons informés par mail. On entrevoit au moins 2 sessions de webinaire la semaine prochaine. Voilà, des sessions auxquelles vous allez pouvoir prendre part de manière gratuite. Ça, c'est vraiment l'appui de la Chambre de commerce, le soutien de la Chambre de commerce donc à ses ressortissants en cette période de crise. Je crois que David l'a dit. C'est le moment où il faut être très solidaire et il faut soutenir. Et donc, la Chambre de commerce et d'industrie est dans ce rôle. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. N'abandonnez pas. Prenez soin de vous, voilà, comme David l'a dit. Appliquez autant que faire se peut les conseils qui sont prodigués. Aussi, gardez bien le contact avec ces experts donc, que nous recevons et qui sont tout à fait disposés et disponibles à vous assister. En tout cas, ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs. Nous allons donc garder le contact. Je vous ai envoyé à tous un message pour
des questions encore qui sont restées suspendues, envoyez-les nous par mail. Vous pouvez m'écrire mkomara@cci.ci en objet ou marqué webinaire numéro 4. En objet ou marqué parce que je reçois beaucoup de mails. Marqué webinaire numéro 4 et ensuite on pourra faire le relais donc à David. Vous avez aussi noté son adresse email. Vous pouvez également le contacter directement. Voilà, c'est affiché. En tout cas, portez-vous bien et on se dit donc à très bientôt. Excellente journée à vous. Au revoir.